Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée. Ah oui, Et on va s'intéresser, cette fois-ci, à la vision du ministre marocain, Nizar Baraka, d'accord. pour un développement durable, hein. Oui. On va décortiquer ensemble son intervention au Policy Center for the New South, Hmm. dans le cadre des dialogues atlantiques. Ok. Euh, Accrochez-vous, on va parler infrastructure aux Yeah. places du Maroc dans le monde de demain. C'est un sujet passionnant. Le ministre Baraka a des choses vraiment intéressantes à dire, Oui, notamment sur l'importance des infrastructures pour une économie résiliente. absolument. Et d'ailleurs, il a utilisé une formule assez percutante. Routes, ports, barrages et réseaux hydrauliques ne sont pas de simples outils techniques. Ils constituent le socle d'une souveraineté économique. Ah oui, c'est une vraie vision stratégique. Pas juste des mots. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de poser un constat, hein. Il propose des solutions concrètes, notamment en matière de financement. Il parle de la nécessité d'aller au-delà des méthodes traditionnelles et d'explorer de nouvelles pistes comme les partenariats publics-privés. Ah oui, les fameux PPP. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donnerait au Maroc? On a des exemples de projets qui ont fonctionné grâce à ce type de financement. Oui, bien sûr. Prenons l'exemple de la station solaire de Ouarzazate. Hmm. C'est un projet gigantesque qui a permis au Maroc de se positionner comme un leader mondial des énergies renouvelables. Eh bien, figurez-vous que ce projet a été réalisé en grande partie grâce à des partenariats publics-privés. Ah oui. C'est la preuve que ce modèle peut fonctionner et qu'il peut permettre de financer des projets d'envergure. C'est un exemple très parlant. Et cela nous amène à un autre sujet crucial abordé par le ministre Baraka, la question de l'eau. Il insiste sur le fait que ce n'est pas juste un enjeu national, mais un défi régional et même mondial. Tout à fait. Le Maroc l'a bien compris, hein, et a mis en place une stratégie ambitieuse pour garantir sa sécurité hydrique. Sous le roi Mohamed VI, de nombreux projets ont vu le jour. Construction de nouveaux barrages, développement de la désalinisation, modernisation des réseaux d'irrigation. C'est un effort considérable, mais le ministre va encore plus loin. Il parle de coopération sud-sud et de financement pour le climat. Peux-tu nous expliquer ce qu'il entend par là? Bien sûr. La coopération sud-sud, c'est l'idée que les pays du Sud, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie peuvent s'entraider, partager leurs connaissances, leurs ressources. Imaginons. Le Maroc, fort de son expertise dans la gestion de l'eau, aide un autre pays africain à développer ses propres stratégies d'adaptation au changement climatique. C'est un exemple concret de coopération sud-sud. D'accord, je comprends mieux. Et pour le financement pour le climat? Il s'agit de mécanismes financiers qui visent à aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique. Par exemple, des fonds pourraient être alloués au Maroc pour l'aider à financer la construction d'infrastructures plus résilientes aux événements climatiques extrêmes. C'est crucial pour un pays comme le Maroc qui est déjà confronté à des défis importants en matière de ressources en eau. C'est donc une approche globale qui prend en compte les dimensions nationales, régionales et internationales de la question de l'eau. On sent que le ministre Baraka a une vision à long terme. Absolument. Et cette vision s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. Le ministre parle d'un monde multipolaire. Oui. Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, il s'agit d'un monde où le pouvoir n'est plus concentré entre les mains d'une seule superpuissance, mais partagé entre plusieurs acteurs majeurs. On peut penser à la Chine, à l'Inde, au Brésil, et pourquoi pas au Maroc. Le Maroc, un acteur majeur sur la scène internationale. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Maroc se positionne comme un leader régional. Un pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. C'est une ambition forte. Ah. Mais comment le Maroc compte-t-il s'imposer dans ce monde multipolaire? Le ministre Baraka insiste sur l'importance d'un dialogue inclusif où les pays du Sud ne sont pas de simples bénéficiaires de l'aide, mais des acteurs à part entière qui contribuent activement aux solutions. Il voit le Maroc comme un pays qui propose, qui agit, qui prend des initiatives. C'est un changement de paradigme important. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique? Cela implique de s'engager dans des partenariats stratégiques avec d'autres pays du Sud, de défendre des positions communes dans les forums internationaux, de promouvoir des solutions innovantes aux défis mondiaux. Et pour financer tout ça, le développement durable, les infrastructures, la gestion de l'eau, comment le Maroc compte-t-il s'y prendre? Le ministre a évoqué la notion d'anticipation des bouleversements à venir. Oui. De quoi parle-t-il exactement? Je pense qu'il fait référence aux multiples défis auxquels le monde, Et le Maroc en particulier, sera confronté dans les années à venir. le changement climatique bien sûr, mais aussi les crises économiques, les tensions géopolitiques,
les révolutions technologiques. C'est un tableau un peu sombre, non? Comment le Maroc peut-il se préparer à affronter tous ces défis? En diversifiant son économie, en renforçant sa résilience face aux chocs externes, en investissant dans la recherche et l'innovation, pour être à la pointe du progrès technologique. Et bien sûr, en mobilisant les financements nécessaires. Justement, le ministre Baraka a parlé de la nécessité de mobiliser des capitaux privés, des fonds pour le climat, de nouveaux instruments financiers. Tout à fait. Il est conscient que les financements publics ne suffiront pas à répondre à tous les besoins. Il faut attirer les investissements privés, exploiter les opportunités offertes par la finance verte et trouver des solutions innovantes pour financer le développement durable. Et tout ça, bien sûr, en évitant l'endettement excessif. Oui, c'est un point important. Le ministre est conscient des risques liés à un endettement trop important. Il plaide pour une gestion responsable des finances publiques et une diversification des sources de financement. Exactement, c'est ça. Un vrai numéro d'équilibriste. Mais bon, le Maroc a déjà prouvé sa capacité à gérer ses finances avec prudence. C'est vrai. Et d'ailleurs, le ministre a insisté sur le fait que le développement durable, ça ne se limite pas aux infrastructures et à l'économie. Il a aussi parlé de l'importance du capital humain. Absolument. Il a souligné le progrès réalisé par le Maroc en matière d'éducation, de santé et de formation professionnelle. Ouais, et ce n'est pas négligeable. Yeah. On a tendance à oublier que le développement, c'est avant tout l'épanouissement des individus. Tout à fait. Un pays ne peut pas se développer uniquement sur la base de ses infrastructures ou de ses ressources naturelles. Il faut aussi investir dans les compétences, la créativité, le bien-être de sa population. Et c'est là que le Maroc semble avoir compris quelque chose d'essentiel. On a beaucoup parlé d'infrastructures, d'eau, de financement. Mais est-ce que cette vision du développement durable, elle se traduit concrètement dans la vie des Marocains? Oui, on observe des progrès significatifs dans plusieurs domaines. Par exemple, l'accès à l'éducation s'est amélioré, notamment pour les filles. Le système de santé s'est modernisé. Bon, même s'il reste des inégalités d'accès entre les villes et les campagnes. Oui. Et qu'en est-il de l'emploi? Le chômage est un problème majeur dans de nombreux pays en développement. Oui, c'est vrai. Le Maroc a mis en place des programmes ambitieux pour promouvoir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de donner aux jeunes les outils pour réussir sur le marché du travail. D'accord. C'est encourageant. On voit que le Maroc a une vision globale du développement durable qui prend en compte les aspects économiques, sociaux, environnementaux. Oui, et c'est ce qui rend cette vision si intéressante. Le Maroc ne se contente pas de suivre les tendances. Il essaie de construire un modèle qui lui est propre, adapté à ses réalités et à ses ambitions. Et si on devait résumer cette vision en quelques mots? Le Maroc aspire à devenir un leader du développement durable, un pays prospère, inclusif et respectueux de l'environnement. Ouais, c'est une ambition qui force le respect. Mais est-ce que ce modèle marocain, est-ce qu'il peut inspirer d'autres pays? Est-ce que le Maroc peut vraiment jouer un rôle de leader sur la scène internationale? Je pense que oui, le Maroc a le potentiel pour devenir une source d'inspiration pour d'autres pays du Sud. Il a déjà une certaine avance en matière d'énergie renouvelable, avec ses projets solaires et éoliens de grande envergure. C'est vrai, le Maroc est souvent cité en exemple dans ce domaine. Voilà. Et il a aussi développé une expertise reconnue dans la gestion de l'eau, un enjeu crucial pour de nombreux pays en développement. Oui, et puis n'oublions pas sa position géographique stratégique, à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Tout à fait. Le Maroc a tous les atouts pour jouer un rôle de pont, de facilitateur, de médiateur. Mais est-ce que le monde est prêt à écouter le Maroc? Est-ce que les pays du Nord sont prêts à accepter un leadership du Sud? Ah, c'est une question difficile. Et je n'ai pas de boule de cristal. Mais je pense que le monde est en train de changer. Et que l'influence des pays du Sud est en augmentation. On l'a vu récemment avec la COP27 en Égypte, où les pays africains ont joué un rôle important dans les négociations. Exactement. Il y a une prise de conscience grandissante de la nécessité d'un monde plus juste, plus équilibré, plus coopératif. Et le Maroc peut contribuer à accélérer ce changement. En parlant de coopération, le ministre Baraka a beaucoup insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif entre les pays du Nord et du Sud. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il veut dire que les pays du Sud ne doivent pas être de simples bénéficiaires de l'aide au développement, mais des partenaires à part entière dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux. D'accord, donc on passe d'une logique d'assistance à une logique de collaboration. C'est un changement de paradigme important. Précisément, et c'est une évolution positive. Les pays du Sud ont beaucoup à apporter au monde. Des solutions innovantes, des ressources naturelles, des marchés en croissance. Il est temps que leur contribution soit reconnue à sa juste valeur. Et le Maroc peut montrer l'exemple en promouvant un modèle de développement plus durable et plus inclusif. Oui,
Le Maroc a une voix forte, une diplomatie active, une capacité à dialoguer avec des partenaires divers. Il peut être un catalyseur du changement en partageant ses expériences, en proposant des initiatives concrètes. C'est un message d'espoir, finalement. Oui, je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste. Le monde est en transition et les pays du Sud ont l'opportunité de façonner leur propre destin. Le Maroc est un exemple à suivre, un pays qui ose, qui innove, qui construit un avenir meilleur. Absolument. Et j'aime bien cette idée que le Maroc, il n'attend pas que les solutions viennent d'ailleurs. Il prend les choses en main, il expérimente, il propose des alternatives. Oui, et c'est d'ailleurs ce que la ministre Baraka a souligné en parlant de la nécessité d'anticiper les bouleversements à venir. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais on sent qu'il est conscient des multiples défis qui attendent le Maroc et le monde dans les années à venir. Ouais, c'est vrai. Il a évoqué cette idée d'anticipation, mais sans vraiment développer. Qu'est-ce que t'en penses? De quel bouleversement parle-t-il, selon toi? Alors, je pense qu'il fait référence à tout ce qui peut potentiellement déstabiliser le Maroc et le monde dans les prochaines années. On a déjà parlé du changement climatique, qui risque d'accentuer la pression sur les ressources en eau, provoquer des événements météorologiques extrêmes et impacter l'agriculture. Oui, le changement climatique, c'est une menace majeure, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a d'autres bouleversements que le Maroc devrait anticiper? Bien sûr. On peut penser aux crises économiques qui peuvent impacter le commerce international, les investissements, le tourisme. Le Maroc est une économie ouverte, donc il est forcément vulnérable aux fluctuations de l'économie mondiale. C'est un point important. Et puis il y a aussi les tensions géopolitiques, les conflits régionaux. On voit bien que le monde est de plus en plus instable. Exactement. Le Maroc est situé dans une région marquée par des tensions, des rivalités. Il doit donc être capable de naviguer dans cet environnement complexe, de préserver sa stabilité et sa sécurité. Et comment le Maroc peut-il concrètement se préparer à affronter tous ces défis? Est-ce qu'il y a des exemples concrets de mesures prises par le Maroc pour anticiper ces bouleversements? Oui, absolument. Prenons l'exemple de la sécurité alimentaire. Le Maroc est un pays qui importe une grande partie de ses denrées alimentaires, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux. Pour réduire cette dépendance, ce gouvernement a lancé un plan ambitieux pour développer l'agriculture locale, notamment en encourageant les cultures irriguées et en soutenant les petits agriculteurs. Ah ouais, c'est une initiative intéressante qui vise à renforcer la résilience du Maroc face aux crises alimentaires. Et qu'en est-il de la transition énergétique? On sait que le Maroc a un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. Absolument. Le Maroc a fait le pari du solaire et de l'éolien, et il a déjà réalisé des progrès impressionnants dans ce domaine. L'objectif, c'est de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, de sécuriser son approvisionnement énergétique et de devenir un leader régional dans la production d'énergie verte. C'est un exemple concret d'anticipation, car le monde se dirige inévitablement vers une économie décarbonée. C'est clair, le Maroc a compris que la transition énergétique, c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Mais est-ce que tout cela est suffisant? Est-ce que le Maroc est vraiment prêt à affronter les défis du XXIe siècle? Ah, c'est la grande question. Yeah. Personne n'a de réponse définitive. Le Maroc a des atouts indéniables, une vision claire, une volonté politique forte, une capacité d'adaptation et d'innovation. Mais il reste des défis à relever, des obstacles à surmonter. Oui, on ne peut pas nier qu'il y a encore des inégalités, des problèmes de chômage, des fragilités économiques. Bien sûr, la réalité est complexe. Il ne faut pas idéaliser le modèle marocain, ni minimiser les difficultés. Mais il est intéressant d'observer ce que fait le Maroc, les initiatives qu'il met en place, les partenariats qu'il noue. Le Maroc est un laboratoire d'idées et d'expériences et il peut inspirer d'autres pays en développement. C'est une note positive pour conclure notre plongée dans la vision du ministre Baraka. Merci beaucoup pour ton expertise, tes analyses éclairantes. Merci à toi, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à approfondir ces sujets, à vous informer, à vous forger votre propre opinion. Le développement durable est un défi collectif et chacun a un rôle à jouer. À bientôt pour une nouvelle plongée.